Bonjour Monsieur Mansuy. Est-ce que vous nous Bonjour, entendez? bonjour Pedro, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Eric. Voilà. Et Bon, et excusez-nous pour le retard. Aujourd'hui était un jour avec plein de soucis techniques dans tous les sens entre, Georges, qui est sur un autre enregistrement ici et cetera. Donc je tiens à m'excuser c'est pas et grave, donc problème. voilà, on vous avait rencontré par hasard au salon de l'agriculture Absolument. et vous nous aviez parlé, à ce moment-là de votre livre. Effectivement, donc totalement le hasard et on s'est dit: «Mais c'est une pépite ce livre et il faut en parler». Ouais. Donc alors je vais essayer de le montrer à l'écran, mais je cherche parce que j'avais préparé le visuel, mais comme aujourd'hui rien ne décide de marcher, ah bah voilà. Attends, alors attendez, parce que vous êtes en mode miroir, donc voilà. L'écologie trahie par les siens. Donc dites-nous un peu de quoi parle ce livre? Alors, bon, vous dire de quoi parle ce livre, ça serait un peu long parce qu'il est quand même un peu volumineux. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de matière, et donc je ne peux pas le résumer en quelques minutes. Je peux dire Bien sûr. l'essentiel, si vous voulez, c'est que dans les démarches intellectuelles que l'on peut rencontrer, l'intérêt, c'est surtout d'avoir une démarche intellectuelle, pas une démarche politicienne ou politicarde pour pouvoir récupérer une mise du pouvoir ou des positions. Donc, mon livre est là pour rétablir un certain nombre de concepts, de sujets que nous avions lancés dans la fin des années 60, puisque j'étais alors encore un jeune étudiant, et euh, avec mes parrains, l'académicien Yvan Péchès, comme l'ingénieur général John Nicoletis, nous avions eu des réflexions sur ce sujet qu'on avait fait avancer. Donc, conceptuellement, l'écologie est une nécessité absolue. Il ne faut pas du tout, effectivement, dire bah faut pas faire, faut faire plus tard. Il y a des réalités objectives et une adaptation absolument nécessaire pour nous, pour notre vie, pour la survie de l'humanité, pour la planète, pour l'ensemble de la faune et de la flore. Seulement, les méthodes qui sont affichées aujourd'hui ont plus l'aspect du gadget ou de la présentation pour faire semblant que d'un véritable intérêt. Et donc, j'ai essayé de rassembler un certain nombre d'éléments pour donner de la matière à ceux qui veulent bien lire mon livre, leur apporter des éléments de contradiction, mais des éléments aussi informationnels et des éléments justes, parce que souvent les fake news ou autres sources d'informations transformées, érodées ou mal interprétées ne permettent pas d'avoir en direct, à tout moment, les bonnes informations pour réfléchir. Donc mon idée était bien évidemment j'ai des choses à dire, il faut rétablir des concepts, il faut rétablir une certaine vérité par rapport à la nécessité de la réflexion sur la vie, sur l'écologie, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs appeler autrement, parce que le terme maintenant est un peu trop galvaudé par les écologistes qui en ont fait un fonds de commerce, une doctrine, une doxa, alors que le mot était plutôt noble, donc peut-être qu'il faut s'interroger sur la nécessité d'un nouvel attribut sémantique. Bon, mais on n'en est pas là. Il y a beaucoup de propositions que je peux faire là-dessus, mais on n'en est pas là. Mais une interrogation, bien évidemment, c'est que l'écologie n'est pas l'objet d'un parti. Elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite, elle n'est pas du centre, du milieu ou des extrêmes. C'est tout le monde qui est concerné. C'est tout le monde qui a son mot à dire, son devoir à faire et ses actions à établir. Mais c'est bien là le problème, c'est que n'ayant pas une autorité au-dessus de tout, pouvant imposer des contraintes, comment la population humaine, au niveau planétaire,
peut se définir, peut se positionner pour assurer sa sauvegarde, en sachant parfaitement quels sont les intérêts contradictoires des uns et des autres en fonction de l'endroit où ils habitent, plus ou moins favorisés par la nature, dans un climat tempéré ou un climat désertique, en fonction de leurs idéologies et de leurs religions, qui sont souvent extrêmement contradictoire avec les nécessités de la planète. Et là, il y a une prise de conscience extrêmement indispensable vis-à-vis des religions, parce que il y a un problème sérieux avec un certain nombre de méthodes ou un certain nombre d'utilisations de la nature. Par exemple, le package des animaux et dans certaines parties du monde est un danger écologique majeur. Bon, il y a tous ces problèmes qu'il faut confronter. La problématique est comment on peut le faire. D'une façon autoritaire et d'une façon confiscatoire, d'une façon démocratique comme on prétend le faire dans nos démocraties occidentales, ou d'une façon autoritaire. Je renvoie un tout petit peu à nos grands anciens grecs et à la République, par exemple, de Platon. On sait très bien que les systèmes de gouvernement ne sont pas immuables et que lorsque un système a un petit peu été trop longtemps en place, il dérive. Il peut être excellent à un moment donné, et par exemple, la tyrannie eut des hautes heures en Grèce, mais très vite, très vite, ça dérive dans un autoritarisme qui n'est pas possible. Donc, entre tous ces cycles politiques d'oligarchie, de tyrannie, de monarchie, de démocratie, on est dans une position aujourd'hui très difficile où il faut à la fois repenser le concept monde et le concept euh, de présence des humains. Il faut se définir une autre situation. Il faut donc repenser notre attitude par rapport à la Terre. Il faut redéfinir complètement notre relation à la Terre et ce que l'on privilégie. On ne peut pas tout privilégier. Il y a aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, ça va être l'appréciation de chacun de le voir, plus de 8 milliards d'individus sur Terre. Bien évidemment, c'est une des problématiques majeures, si ce n'est la problématique majeure, c'est le plus gros, le plus gros problème écologique. Nous sommes trop sur Terre. Nous sommes trop sur Terre et il n'y a pas d'assez de ressources pour faire face à cela. Alors j'entends souvent, oui, mais on pourrait adapter, toutes les terres sur la planète ne sont pas utilisées. C'est exact. Mais pour utiliser les terres et pour passer à une phase essentielle, c'est-à-dire l'alimentation des humains, il faut de l'eau. Or, le problème majeur, bientôt, c'est l'eau. On n'a plus assez d'eau sur Terre. Et on a déjà beaucoup de pays qui ont détourné cette eau à leur profit. Ah, on a l'exemple traditionnel avec le Jourdain, en Syrie, Liban, Israël. On a le problème majeur du Mékong, qui est quasiment détourné par la Chine, et au détriment des pays limitrophes qui sont la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge. On en a d'autres, hein. Le fleuve Congo en est un exemple aussi. On ne pourra pas alimenter pour des ressources afin de créer de la végétation, toutes les terres et toutes les terres que l'on a ne sont pas forcément des terres utiles. C'est-à-dire que si les hommes ont déjà choisi de privilégier un certain nombre de surfaces, c'est que leur expérience multimillénaire leur ont démontré que ces terres étaient utiles et bonnes. On ne va pas transformer un désert de sable siliceux en une prairie riche et fertile ou en des champs pour faire des légumes. C'est pas possible. Et en plus, il faudrait de l'eau. Et les expériences qui ont consisté à dire ah mais de l'eau, on peut aller en chercher ailleurs, ont toutes été des fiascos. Des fiascos que pas toujours
on relaie sur les antennes ou dans les médias. Qui a parlé de ces icebergs qu'on a fait dériver jusqu'en Arabie Saoudite pour apporter de l'eau? C'est une aberration intellectuelle, écologique et tout ce qu'on veut, mais personne ne l'a contesté. Qui a parlé des immenses travaux réalisés par l'ancien dictateur libyen qui a consisté à faire descendre de l'eau à travers des canaux gigantesques qui ont été creusés dans la montagne pour alimenter les anciennes plaines basses de la Libye. Le résultat, c'est qu'il y a eu de l'eau. Mais comme on ne s'était pas posé de questions très vite, l'eau qui était une eau légèrement saumâtre a transformé ces étendues en des déserts de sable. Donc, le résultat de tout cela, c'est que l'on a fait de terres qui pouvaient avoir un potentiel économique, des terres qui sont devenues stériles. Je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines, hein, en commençant par l'introduction au XIXe siècle d'insectes pollinisateurs en Australie pour assurer la pollinisation entomophile de la luzerne, parce que les insectes n'existaient pas localement. Ça a été une absolue catastrophe. Une absolue Si je peux catastrophe. me permettre, Allez-y. Didier, justement, vous avez parlé de l'eau, mais c'est devenu d'autant plus un sujet parce que donc, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le WEF, donc le World Economic Forum, hein, le Forum économique mondial, dont il y avait le président, Klaus Schwab, donc, qui a décidé de démissionner et qui a pris, la tête donc de ce Forum économique mondial. Donc, c'est le forum de Davos, hein, pour, si on doit faire c'est l'ancien patron de Nestlé qui a dit qu'il considérait l'eau comme une ressource Ouais. comme une autre, qui devait être commercialisable et donc qui devait faire partie, qui n'était pas un bien commun. Il considérait que considérer l'eau comme un bien commun était une utopie aberrante et que c'était un bien comme les autres minerais et qu'il n'y avait aucun problème à exploiter l'eau. Donc on sait d'ailleurs que Nestlé s'était accaparé parce que Nestlé, on pense beaucoup au chocolat ou à d'autres choses, mais Nestlé, c'est aussi Ou aux eaux minérales. exactement, c'est Oui. surtout de l'eau minérale. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous dites. Une personne qui considère ça, qui aujourd'hui devient chef du monde de Davos, soit homme qui va influencer les chefs d'État de la planète, on est exactement dans le sujet. Parce que on sait très bien que tous ces groupements, ces réunions, etc., c'est du lobbying amplifié. Et donc, clairement, il va pousser ça et on risque d'être vers une accaparation des réserves d'eau saines. Parce que vous avez parlé, justement, vous parlez de l'eau saumâtre, mais le problème, c'est il y a beaucoup d'eau sur la planète, mais de l'eau saine, Oui. consommable, il y en L'eau a l'eau pas l'eau des mers est saine, mais elle est salée, donc elle est imbuvable et même si on la dessale, elle présente encore des traces de sel. C'est ça qui est important. Mais ce que vous dites est parfaitement fondamental. On ne doit pas, uniquement écouter des gens qui, en quelque sorte, prêchent pour leur paroisse, parce que ce président directeur général est bien sûr dans la perspective des intérêts financiers qu'il peut en retirer. Alors, on peut prétendre tout ce qu'on veut, mais l'eau, c'est indispensable à la vie et tout le monde a besoin d'eau. Donc, si on ne boit pas de l'eau tous les jours, notre litre et demi à minima tous les jours, eh bien, on va mourir. Et on meurt beaucoup plus vite, d'ailleurs, en cas de pénurie de manque d'eau que de manque d'aliments. On peut résister quelques dizaines de jours si on n'est pas nourri. Si on n'est pas hydraté, on ne résiste pas plus de pas une semaine. Bon. Mais à ce moment-là, je prends un autre exemple, un exemple d'un élément constituant fondamental, c'est l'air. Va-t-on aussi envisager de marchandiser l'air? Nous avons besoin de respirer. Alors, on va peut-être pouvoir acheter sa dose de respiration comme on achèterait sa dose d'eau. Non, ce sont des non, mais procédés absolument pas corrects, pas respectables. On n'est pas sur Terre, et c'est ça le problème. On n'est pas sur Terre pour que des grands financiers ou des grands personnages déjà multimillionnaires, multimilliardaires, puisque les données ont complètement changé. Autrefois, on était dans des données économiques du
80-20. Maintenant, on n'est plus du tout dans ça. On n'est plus avec 20% de la population qui est propriétaire de 80% de la richesse de la planète. On est avec 200 familles qui sont propriétaires des 80% de la richesse de la planète. C'est absolument illogique. Et de toute façon, ces gens, une fois qu'ils ont tout cet argent, ben, ils peuvent rien en faire à part être un peu plus riches le jour précédent que voilà. Mmh. C'est pas une conception pour l'avenir de l'humanité. Eh bien, l'avenir de l'humanité, c'est dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des hommes. Notre raison, en quelque sorte, ou notre exigence de vivre, c'est d'être heureux et pas d'être malheureux, et pas d'être des esclaves ou d'être dépendants. Donc, c'est comme ça que l'on doit raisonner la Mmh. planète. Dans l'avenir du bonheur de la vie que vous pouvez avoir, que je peux avoir, mais qu'aussi les autres peuvent avoir, en fonction de ce qu'ils considèrent comme le bonheur. Et le bonheur n'est pas quelque chose commun de la même façon à tout le monde. Donc il faut l'apprécier. Mais on ne peut pas l'apprécier de toute façon en se disant que tout ça va être marchandisé, nominalisé par des grands économes ou économistes qui n'ont pas tout compris. D'ailleurs, ces économistes, quand on y réfléchit bien, ils appliquent des concepts dont ils tirent le meilleur sans appliquer la zone d'applicabilité, hein. Je vous rappelle Ricardo, Pareto, etc. On est à coût avantage comparé, mais dans des zones où on est juste, équilibré. On n'est pas du tout dans le respect de ça. On prend une théorie et on ne l'applique pas dans cette bonne zone de responsabilité. Je voudrais simplement faire un petit commentaire par rapport à ça, parce que quand on parle de sujets, la première des choses, c'est un petit peu de savoir de quel sujet on parle. Alors l'écologie aujourd'hui, est-ce que c'est l'écologie des petits partis politiques qui s'agitent à la télévision et à la radio pour défendre leur place à l'Assemblée nationale, ou est-ce que c'est une thématique plus globale, ou est-ce que c'est une réalité scientifique? Alors, à titre de réflexion, mais seulement à titre de réflexion, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir fait une définition qui soit acceptable par tout le monde, ni qui soit euh, définitive, parce que de toute façon, on peut toujours adapter. Mais j'aimerais vous dire en 5 lignes ce que je pense être une définition à ce moment de l'écologie. Selon moi, l'écologie est une adaptation à un moment donné de l'histoire du monde pour un lieu, un climat, un environnement. Elle est le résultat d'un équilibre précaire et non définitif des espèces animales, humaines, végétales, des matières minérales, liquides et atmosphériques pour donner un milieu dans lequel, et seulement dans lequel, cet équilibre se crée en espérant s'auto-protéger jusqu'au moment où les conditions d'équilibre changeront. Ce qui veut dire en très clair que l'écologie, ce n'est pas l'immobilisme, et que l'écologie, ça varie. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, mais alors moi je vais me faire un peu l'avocat du diable. Allez-y, allez-y avec Est-ce plaisir. qu'on ne peut pas considérer que la civilisation humaine, après l'homo sapiens, on devient une civilisation, dès le moment où on a commencé à modifier notre environnement? C'est-à-dire, alors pour ceux qui aiment bien la science-fiction, qu'on a commencé à terraformer, mais on dit que, bah, l'homme devient homme au moment où il commence l'agriculture, donc il passe de chasseur-cueilleur à justement modifier, et que ça a été le propre de l'homme de modifier son environnement, parfois très profondément. On le voit en France, hein, la France telle qu'elle est aujourd'hui, les for le l'absence de forêt et cetera, est liée à ces choix qu'on a faits, mais aussi bien l'Égypte où, au moment de on va dire de l'apogée de l'empire égyptien, ils avaient, fertilisé le Nil,
Donc est-ce que ça fait pas partie de la nature humaine de modifier profondément, l'environnement et Alors qu'on alors la veut la justement la lutter contre ce ou bien on est allé trop loin? C'est ça la question. la question est assez fondamentale. Il faut éviter le tropisme anthropomorphique fondamental, hein. Les hommes sont effectivement des êtres humains, mais ce sont avant tout des animaux, des vivants. La différence avec d'autres animaux est infinitésimale. Euh, on a quelques avantages par rapport à d'autres, ils ont d'autres avantages par rapport à nous. D'une part, l'homme n'est pas devenu homme à partir du moment où il a cultivé. L'homme est homme depuis bien plus longtemps. J'ai eu la chance d'avoir écrit un certain nombre de livres sur des sujets différents, dont un livre assez fondamental sur un de mes cousins, Henri Monsuy, qui a été l'inventeur de la préhistoire de l'Extrême-Orient méridional. Je vous engage à le lire aussi parce que le concept est très ancien. L'homme n'est pas homme depuis 4000 ans, du haut des pyramides, comme l'a dit Napoléon, depuis 10 000 ans. L'homme a des millions d'années. Et nos plus anciens ancêtres, tels que Yves Coppens, qui m'a fait le privilège et l'honneur de préfacer mon livre sur Henri Monsuy, a pu le démontrer. Donc on a 3 4 millions d'années et même 11 millions d'années. Bon, on est dans des modifications et on est dans une existence depuis longtemps. Si les dinosaures n'avaient pas été tués, eh bien, on ne serait pas là parce qu'ils nous auraient mangé. Mais on a pris la place, en quelque sorte, avec quelques millions d'années plus tard. Le problème de cet anthropomorphisme, c'est de considérer que l'homme fait tout. Or, par exemple, les éléphants modifient considérablement leur environnement, mais d'autres animaux aussi. Et on a des modifications sur la planète qui sont dues à des animaux de façon considérable. Les barrières coralliennes modifient l'aspect du monde considérablement. Ce ne sont pas les seuls. Donc, on est dans un processus, on est dans une situation et on est dans un devenir. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que l'homme a toujours eu cette envie, cette nécessité euh, pour avancer. Et encore une fois, j'en viens à mon thème de tout à l'heure, pour être plus heureux, pour avoir du bonheur, c'est de se protéger. Donc, assurer sa survie au niveau alimentaire, assurer sa survie en se protégeant vis-à-vis de l'extérieur, des cataclysmes, des animaux féroces. Et de ce point de vue, il est donc conduit, comme d'autres animaux, à se protéger dans l'environnement et donc à se construire des barrières autour, à s'alimenter en allant utiliser le milieu environnant ou en créant le milieu environnant. C'est une adaptation progressive. On est aujourd'hui à une phase d'adaptation gigantesque par rapport au milieu, par rapport à la Terre, par rapport aux écosystèmes. Il ne faut pas que cette adaptation entraîne une destruction totale. Il faut donc que tout ça soit mesuré et réfléchi. Et si on y va comme cette idée somptueuse tout à l'heure de vendre l'eau alimentaire, eh bien, on n'a qu'à tout faire. Et puis, on n'a qu'à aussi supprimer comment, le surnombre des hommes, qui serait une constante d'ailleurs qui permettrait de régler une grosse partie de la problématique écologique, mais qu'on ne peut pas envisager. Comment peut-on faire? J'ai pas de solution là-dessus, hein, sauf s'il y a quelqu'un qui est très, comment, qui est très subtil et qui peut avoir une position ou une valorisation là-dessus, ça serait quand même un petit peu étonnant. Mais on a des grands enjeux. S'il faut, c'est repositionner notre rapport à la Terre avec un grand T, notre rapport à la nature. On ne peut pas considérer, on ne peut plus considérer qu'il y a seulement des zones où les hommes vivent et des zones où les autres, les petits animaux, pourraient vivre librement. Je pense que l'avenir ne nous le permettra pas, il n'y a pas assez de place et nous sommes trop nombreux. Donc il faut bien que nous régulions tout ça dans des équilibres territoriaux où nous puissions vivre
tout en pouvant aussi maintenir les nécessaires équilibres avec les autres espèces qui sont sur la planète et qui sont indispensables. Mmh. C'est important ce que vous dites. Alors j'ai vu dans les commentaires, les gens ont parlé des castors, mais je sais que dans certains pays, Oui, d'Europe bien de sûr. l'Est, les castors ont été responsables justement, de nombreuses inondations parce qu'en dérivant des cours d'eau, en faisant des barrages artificiels et cetera, ils modifient profondément, le cheminement de certaines rivières ou de certains coins et donc mettent à mal même des plans, anti-inondation parce qu'ils ont dévié le cours d'eau et que ça n'avait pas été prévu et voilà, donc effectivement, on sait que c'est important. Vous avez évoqué les éléphants, mais on sait que les vaches, par exemple, modifient aussi, les, leur environnement, que les chèvres, du moins c'est régulier. Les animaux effectivement, et alors on ne parle pas des insectes, comme les fourmis et cetera heu, re qui peuvent, littéralement dans certains coins, nettoyer des arbres, les tuer et reconstruire d'autres écosystèmes à d'autres endroits et effectivement, il y a on n'est pas le seul animal sur terre effectivement à modifier l'environnement. C'est même une constante du règne animal de modifier son environnement ou de l'utiliser à De son tout bénéfice. de toute façon, dès que les animaux existent, les animaux se nourrissent, donc ils utilisent l'environnement qui est autour d'eux. Ils l'utilisent d'une façon ou d'une autre, mais le poisson qui mange un autre poisson peut être considéré comme un poisson qui colonise ou qui détruit, ou la fourmi. Bon, tous ces équilibres entre espèces sont le résultat d'une succession multimillénaire d'évolutions, des millions d'années d'évolution, qui ont abouti à un équilibre à un moment donné. Comme je disais dans ma définition tout à l'heure, à un équilibre à un moment donné qui n'est pas stable et qui ne sera pas le même à l'avenir si des composantes de ce milieu changent. On le sait, on l'a vu, on a beaucoup d'exemples. Les animaux, comment, changent beaucoup l'environnement où ils sont, mais ils le changent en équilibre les uns par rapport aux autres. Un petit rongeur dans un milieu va adapter, va utiliser les fruits dont il va se nourrir, mais il va aussi les entraîner, ce qui va permettre que l'arbre, par exemple la coque, fruit à coque qu'il a pris, va aller plus loin et va repousser. Les insectes permettent la pollinisation et sans beaucoup d'insectes, comme je le disais tout à l'heure avec les luzernes en Australie au 19e siècle, il n'y a plus de production. Euh, on est dans une complémentarité dans des écosystèmes. Et c'est le déséquilibre de ces écosystèmes qui est le danger. J'entends souvent, de ce point de vue, qu'on me parle de diversité. La diversité est devenue un mot comme l'écologie, un mot tarte à la crème dans laquelle on met à peu près tout ce que l'on veut en ne sachant pas de quoi on parle le plus souvent. Il est absolument certain que pour vivre dans un biotope, dans un écosystème, il faut un équilibre avec tout ce qu'il y a dans ce biotope. Mais n'imaginons pas que ce biotope qui vivrait à tel endroit, en cas de nécessité, va être remplacé par des animaux qui vivent à 10 000 kilomètres. Ils ne vont pas prendre l'avion pour venir les remplacer. Les choses se passent localement. Et après l'extinction des dinosaures par cette météorite qui a saccagé, qui a détruit la vie sur Terre, ce sont les écosystèmes locaux des petits animaux qui avaient des galeries souterraines ou qui vivaient dans l'eau qui ont permis de repeupler. Ce ne sont pas des animaux qui sont venus de 40 000 kilomètres ou de 2 000 kilomètres. Ce sont les animaux locaux, ce sont les végétaux locaux qui ont colonisé et fait se redévelopper un équilibre biologique dans tous les endroits. Et chacun en fonction de son adaptation. Alors certains sont un peu plus adaptés que d'autres. Il est sûr que les animaux
qui se déplacent facilement et qui ne sont pas extrêmement gros vont plus loin que des animaux qui sont gigantesques et qui ne peuvent pas bouger beaucoup. On a des utilisations de la nature même de chaque espèce qui sont indispensables pour assurer une sorte de colonisation des milieux qui ont disparu. Mais ce n'est pas indépendant, c'est complètement lié. Il y a une interdépendance entre le contenu du milieu, c'est-à-dire en quoi il est, hein, quel est minéralement ce milieu, les espèces végétales, les espèces animales, l'atmosphère qui y règne, la chaleur qui y est, et ça peut reconstituer quelque chose. La situation dans laquelle on est aujourd'hui est une situation de désordre. Quel est le désordre le plus important? Sans doute que l'homme, et c'est une certitude d'ailleurs, a un impact extrêmement important. Mais il n'est pas tout seul à avoir un impact, hein. Vous citiez tout à l'heure la montée des eaux sur les littorales. Je vous rappelle quand même que le climat n'est pas une constante dans l'histoire de la planète, le niveau des mers n'est pas une constante dans l'histoire de la planète. Pour fixer un petit peu des idées, parce que c'est souvent en fixant des idées que l'on a des références qui apparaissent pour tout le monde plutôt que des grandes théories qui sont certes souvent vraies, mais que l'on ne peut pas rapporter aux vivants. Vous connaissez tous la ville de Nice. Vous avez peut-être entendu parler de cette découverte des Terramata et de ce musée où il y a eu une découverte à l'occasion d'une création d'une résidence, d'un endroit où il y a 400 000 ans, des hommes vivaient. 400 000 ans. C'était déjà des hommes. Ils n'avaient pas forcément Internet, mais ils vivaient, ils savaient faire un tas de choses. Eh bien, ce niveau du 400 000 ans, il était au niveau de la mer. Et le niveau de la mer à Nice était 26 mètres plus haut. Aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a eu une diminution dans des périodes récentes, hein, je ne parle pas sur des millénaires, on ne va pas revenir au continent de Gondwana, qui était le continent global qui a explosé en les différents continents qu'on connaît aujourd'hui. Non, dans des périodes récentes, des périodes qui peuvent être à peu près à notre échelle, même si ça devient quand même beaucoup. On a des variations de plus de 100 mètres du niveau de la mer et de moins de 100 mètres. Dans des périodes qui ne sont pas très éloignées. Il y a 125 000 ans, on était à plus 120 mètres. Hein, et il y a 125 000 ans, on était à plus 9 mètres. Donc, le niveau de la mer n'est pas une constante. D'ailleurs, je vous donne, pour y réfléchir. Bah, si je peux me permettre d'ailleurs, Oui, pour ceux qui, à Paris, dans les sédiments, quand on creuse la terre, on trouve des coquillages. mais ça, c'est autre chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve bien qu'il y avait là où aujourd'hui le bassin parisien, comme on dit, était une zone de mer. C'était pas, Oui, c'était une zone de mer, mais aussi, il faut y rajouter la mobilité des continents. Là, je parle dans un espace de temps où, certes, on a des mobilités sur les plaques continentales et les plaques océaniques, mais pas au point de les déplacer de plusieurs milliers de kilomètres. Restons dans des échelles que l'on peut à peu près mesurer, et c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où il y avait soit de l'eau, soit de la mer, ou inversement. Eh bien, on est là dans un espace mondial qui n'est pas immobile. Ça bouge, ça bouge. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, quand on s'extasie dans une belle promenade en forêt, oh, comme elle est belle cette forêt, en Sologne ou à Fontainebleau, il faut quand même un peu relativiser. La forêt de Fontainebleau a été implantée par l'empereur Napoléon III, donc c'est tout à fait récent, pour stabiliser les sables dans cette région qui était pauvre et aride. Les pins
que l'on a dans les Landes. C'est aussi la même administration napoléonienne III qui a installé ces pins pour stabiliser les dunes et éviter que la mer progresse. Ça a 170 ans, c'est tout. La Provence, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ses paysages que l'on considère comme magnifiques, au temps des Romains, elle était peuplée de chênes, des grands chênes. Aujourd'hui, on a une garrigue un peu difficile et qui ne monte pas très haut. Pourquoi ces chênes n'existent plus? Ben, tout simplement parce que les Romains en ont fait des galères, des trirèmes, des bateaux. Et ils ont tout épuisé. Aujourd'hui, on trouve ça très beau. Si on se reposait dans la configuration de la forêt d'il y a 2000 ans, on dirait, ah, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier? L'immobilisme et revenir à la forêt romaine de Provence, ou se dire qu'on est dans telle situation et qu'en plus ça bouge et qu'il faut s'adapter devant la nécessité. Il ne s'agit pas de tout rendre immobile, parce qu'on n'y arrivera pas. La Terre est vivante de plusieurs façons. Elle est vivante minéralement, au niveau de la vie des animaux, des plantes, etc., mais de son atmosphère. Et ça peut changer considérablement. Elle est vivante dans sa position dans l'univers. Je rappelle que l'on se déplace dans l'univers et qu'il va venir, peut-être pas tout de suite, mais il va venir, que nous allons passer dans des zones de l'univers qui sont très chargées en poussière, et donc que la chaleur de la Terre sera un bénéfice pour ne pas mourir de froid. Mais on n'y est pas. Mais à toute chose, on peut dire oui, mais si, mais ça, mais ça. On n'est pas dans l'immobilisme. C'est ça le grand problème. Si on veut rester dans l'immobilisme, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est Parce que la théorie du juste ouais. containment pour contenir quelque chose et faire en sorte que ça n'arrive jamais, c'est pas possible. On peut plutôt adapter, s'adapter, reculer un peu, bouger. Tiens, vous vous rappelez comment, cette magnifique phrase de Fernand Braudel, est-ce que je l'ai à portée de main? Je ne sais pas si je l'ai à portée de main. Mais ah oui, dans Mémoire de Méditerranée. La tentation est grande, forcément, de lier à ces crises climatiques la vie changeante des hommes, des bêtes et des plantes, la disparition ou l'évolution des espèces vivantes. Toutefois, soyons prudents. Si ces crises vivent en Europe, où elles ont sûrement précipité l'évolution humaine, ont été quasiment absentes dans d'autres régions. Certes, les plantes, les animaux, les hommes ont souffert de ces colères climatiques, toujours de longue durée, mais l'homme a une tendance à l'insoumission et tous les êtres vivants réagissent, s'adaptent souvent, tout en arguant les contraintes, voire déménagent, et le tour est joué. Le changement de la faune les changements de la faune ne fournissent pas donc toujours sur les pulsions climatiques des indications irrécusables. C'est Fernand Braudel, et voilà. Mais un certain nombre d'idées éclairées permettent de restabiliser les choses plutôt que de partir dans des directions en disant il y a qu'à Faucon. Il faut faire en fonction de ce que nous avons, mais il faut le faire de façon raisonnée et pas en imaginant qu'une bonne idée que l'on a, mais qu'on n'a jamais expérimentée, va devenir l'idée géniale. C'est pas vrai. La plupart du temps, c'est pas vrai. Et Mais la plupart du temps, dans ce que l'on entend parmi les bons commentaires écologistes, eh bien, c'est pas vrai. C'est pas bon. Et on va dans une impasse. c'est important ce que vous dites parce que justement, c'est important de rappeler que le climat n'est pas quelque chose de fixe, qu'il y a eu Hein. des périodes glaciaires, que d'ailleurs la dernière période glaciaire, puisque normalement c'est des cycles, hein, les glaciations, qui ont eu lieu à peu près aux mêmes écarts. On est On dans est une interglaciation. voilà, exactement, et théoriquement, on n'est pas très loin d'une prochaine phase de glaciation. On a eu 4 grandes glaciations
récemment, le Gunz, le Ries, le Mindel, le Wurm. On est dans un Wurm intermédiaire. Et je rappelle aussi l'excellent livre de Leroy Ladurie, La variation du climat depuis l'an 1000. On a eu des périodes de petite glaciation au Moyen Âge. Il a fait -20. Et on a eu des périodes de très, très grand froid il n'y a pas très, très longtemps. Un froid qui n'était cette fois pas dû à une pulsion climatique de l'ensemble de la planète, mais on est soumis, comme je disais tout à l'heure, avec la météorite qui a éteint les dinosaures, on est soumis à d'autres choses. On est soumis aux météorites, aux volcans, à d'autres choses. Rappelez-vous ce départ en quantité des gens qui habitaient en Écosse, en Irlande, dans l'Angleterre du Nord au début du 19e siècle. On a appelé ça la grande famine de pommes de terre. Les gens n'avaient plus rien à manger parce qu'ils ne pouvaient pas cultiver la terre. Eh bien, à quoi est-ce que c'est dû? À l'explosion d'un volcan en 1815, le Tambora, qui pendant 2 années et plus, a répandu des cendres, des poussières sur toute la surface de la Terre et a fait baisser considérablement la température, si bien qu'à Londres, la Terre était gelée en été. Idem avec le volcan islandais en 1788, je crois, où il y avait En la même chose. 1883, le Krakatoa, 83, pardon, oui. le Krakatoa en 1883. Mais je voudrais donner un exemple, un autre encore avec le volcan. Rappelez-vous le volcan islandais en 2015, le Normaron. Je ne suis pas prononciateur de l'islandais parfaitement. Bon, ce volcan, il a provoqué des conséquences extrêmement graves et des envois dans l'atmosphère considérables. Mais ce qui est remarquable, une fois de plus, c'est qu'en 2022, mais c'était hier 2022, 2022, on en a très très peu parlé. Le volcan Unga Tonga, dans les îles de Tonga. L'explosion de ce volcan a été quasi similaire à celle du Krakatoa en 1883. Il a explosé dans l'atmosphère des quantités en milliards de mètres cubes de vapeur d'eau. Vapeur d'eau. C'est rien la vapeur d'eau, hein. C'est pas dangereux, c'est de la vapeur d'eau. C'est pas du CO2 dont on nous parle en permanence, de la vapeur d'eau. Conséquence, rappelez-vous l'été 2023, c'était hier, on est en 2025 et on n'est pas encore à l'été. Conséquence, contrairement à ce que tout le monde attendait, l'augmentation du niveau de vapeur d'eau seulement, dans l'atmosphère, a créé des étés chauds. On s'attendait exactement à l'inverse, c'est-à-dire on s'attendait à du froid, ça a été du chaud. Un volcan sur Terre. Mais on en a eu des dizaines, des exemples. La fondation peut-être de notre civilisation occidentale avec l'explosion de Santorin en a été un exemple aussi, 1500 ans avant Jésus-Christ. Hein, on Bah, Premier a le exemple. tsunami en Crète, la Crète, je crois, était Ah non, mais parmi c'est l'effondrement les, global, à l'époque. les le civilisations les plus avancées et subit une Santorin a régression détruit à cause d'un tsunami. Santorin a détruit la civilisation minoenne. Oui, et pas que, hein. Les Non, pas que. mythes, etc. Hein. Oui, bien sûr. Non, non, mais ça a été. Ça a été une grosse. Il y a un bouquin qui était sorti là-dessus sur l'effondrement, donc à cette période-là. Et effectivement, il y a tout un tas de civilisations qui sont impactées Et à bien cette sûr, époque-là. Et qui qui, sont donc, du coup, doivent se réadapter. Hein, bien qui entendu. doivent se réadapter immédiatement. Et cela reste dans la mythologie globale de la pensée. Dans la mythologie globale de la pensée, vous situez tous bien Santorin, vous imaginez cet effondrement gigantesque de ce volcan après son explosion qui s'effondre dans la mer. Ça fait des vagues terribles, ça fait un tsunami terrible. On a estimé la vague du tsunami de Santorin qui est arrivé sur la côte nord de la Crète à 25 mètres à 30 mètres. Vous imaginez, vous avez vu ce que ça avait donné avec une vague de 7 mètres au Japon et avec les vagues que l'on a connues en Indonésie et avec la Phuket et autres. 25 à 30 mètres, ça a détruit tout.
Mais ça a été plus loin, ça a été jusqu'en Grèce, de l'autre côté, ça a été jusqu'en Égypte. Et justement, comme on était quand même dans des civilisations pas loin des nôtres, parce que les Minoens ont un haut niveau de technicité, et les gens qui habitaient Santorin aussi, hein, d'ailleurs, ce qui reste de leur civilisation est éblouissant. On a eu une vague qui a envoyé jusque en Palestine, hein, en Égypte, et cette fameuse ouverture de la mer Rouge, qui, avec des fonds de plusieurs centaines de mètres, ne peut pas s'ouvrir, ça c'est une certitude. Mais cette ouverture de la mer Rouge, c'est plutôt sur les lacs salés du nord est de l'Égypte, entre l'Égypte et Israël, où là, il y a des profondeurs pas très importantes, de quelques mètres, qui ont été poussés et qui sont revenus. Ça s'est ouvert pour faire un passage. C'est momentané, hein, ces trucs, hein, ça ne dure pas pendant des siècles et c'est dû à la vague du tsunami. Mais ça reste dans les histoires, ça reste dans les mémoires des civilisations comme un événement que l'on n'a pas daté sur une échelle parce qu'on n'en avait pas à cette époque-là, mais qui reste pour fonder une mythologie, pour fonder un mythe, pour fonder une sacralisation à la fois spirituelle et sémantique sur quelque chose qui devient la grandeur de l'humanité, qui devient une civilisation parmi d'autres de l'humanité. Et ça, c'est fondamental. Mais c'est fondamental dans sa globalité. Il faut avoir quelques références de façon à pouvoir accumuler la connaissance de façon cognitive, mais accumuler la connaissance de façon aussi cérébrale pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir l'utiliser dans une globalité où tout fonctionne en matière de connaissances aussi, comme un écosystème, comme un biotope. Non, c'est important. Pourquoi je disais que c'était important de rappeler, que ça bouge? C'est parce que dans les «climato-sceptiques» entre guillemets, ceux qui nient, les changements climatiques, souvent ça revient: «Non, tout ça c'est pas vrai» et cetera et en fait, ils ne comprennent pas que à la limite, le débat sur est-ce que l'homme a accéléré ou pas le réchauffement climatique est secondaire par rapport au fait qu'on doit s'adapter aux changements climatiques qui sont une réalité depuis, que la Terre est Terre. Et d'ailleurs, les gens oublient qu'il y a eu des périodes aussi de la Terre où il y avait plus d'oxygène, d'autres moins d'oxygène. Quand il y avait plus d'oxygène, les insectes, ils vivaient 2-3 mètres, qu'après il y a eu moins d'oxygène et que tout ça, ce n'est pas immuable et que c'est des processus de toute façon pour lequel l'homme moderne actuel n'a aucun recours. Si demain, on se retrouve avec plus d'oxygène dans l'atmosphère ou plus d'azote, on ne pourra pas empêcher, ce phénomène. Donc on devra soit s'adapter, soit on disparaîtra comme c'est arrivé de manière régulière, hein, et d'ailleurs ceux qui cherchent un peu la vie, extraplanétaire, se rendent compte que probablement, si on ne trouve pas facilement, c'est que par rapport à notre capacité à chercher, il y a probablement d'autres civilisations et d'autres planètes qu'on a observées, mais où la vie a pu exister et elle a déjà disparu parce que, bah, tout bouge, il y a les événements cosmiques là, comme vous évoquiez les météorites et cetera, qui en fait, au final dans notre présence, si on prend l'âge, réel de la Terre, on n'est qu'un battement de cils, en fait, même si on est Oui, oui, même pas, même pas. Mais de toute façon, il y a pas de réponse certaine avec, ces questions. Effectivement, il y a ceux qui prônent un type et d'autres un autre type. Il y a les 2. Il y a les 2. De toute façon, le climat de la Terre n'est pas une constante, donc il bouge. Ça, c'est une certitude. Et il bouge dans des variations qui sont quelquefois même assez faciles à ressentir au niveau d'une vie humaine. Ce qui est aussi une absolue certitude, c'est que l'homme, avec son industrialisation, avec sa volonté de vouloir devenir de plus en plus heureux et de vouloir que ce bonheur soit répandu de façon identique sur toute la surface de la planète, ce qui, à mon avis, est un non-sens, a modifié considérablement les équilibres sur la planète et a agi considérablement. Ça, c'est vrai aussi. Les deux sont vrais. Ce qu'il faut
effectivement voir, c'est que ça ne se réglera pas tout seul. Et ça ne se réglera pas simplement en attendant, que, des petits hommes verts viennent nous aider ou que, un esprit, surscient puisse apparaître. Si on ne se prend pas par la main et si on n'arrive pas à pacifier tout ça, parce que moi je suis sidéré quand même que l'on me parle sans arrêt d'écologie en parlant des effets néfastes, de l'homme sur la planète, mais que jamais il y ait un combat contre les guerres. Parce que quand même, comme pollution, il y a pas mieux, hein, parce que les obus, les missiles, les pollutions que ça entraîne, c'est absolument catastrophique et c'est délétère. Bon, donc là aussi, On mais trouve encore comment des vestiges, si je peux me permettre, on trouve encore des vestiges de la Première Guerre mondiale régulièrement, mais bien sûr. avec des explosifs en France. Mais bien sûr, oui, mais ça, ils sont déjà là. Je veux dire que quand on envoie aujourd'hui un obus, il faut l'envoyer, il faut le produire, ça coûte de la matière première, ça coûte du produit chimique, Ça ça pollue. part dans l'air, ça coûte quelque chose pour le propulser, ça explose, ça détruit, ça tue des gens, ça détruit l'environnement. C'est une catastrophe, c'est énergétiquement absolument énorme. Et en fait, on vient nous parler, des petites cuillères en plastique. Il y a pas de commune mesure entre les 2. C'est comment dirais-je? Il faut réfléchir, mais comment réfléchir? Et comment, pouvoir réfléchir en disant à des dictateurs qui sont tout puissants: «Monsieur, arrêtez de faire ça parce que je vous l'interdis». Qui a le moyen de le faire? Ben, pour l'instant, personne. Comment peut-on le faire? Je ne sais pas. Mais ce qu'il faudrait quand même se rendre compte, c'est qu'on ne peut pas continuer dans cette spirale, parce que cette spirale nous mène à des destructions qui sont énormes et qui ne peuvent pas facilement se rééquilibrer, même si ça se finit par se rééquilibrer. Mais on sera peut-être plus là, parce que si on lance quelques bombes atomiques sur le monde et qu'effectivement on a, avec toutes celles qui existent, largement de quoi détruire la totalité du monde, nous, on ne sera plus là. Ce seront, dans quelques centaines ou milliers d'années, d'autres formes de vie qui auront remplacé. Mais en attendant, essayons tout simplement d'être ce que l'on est et de vivre de façon agréable, de vivre dans le bonheur. Et pour cela, je crois qu'il y a des grandes questions à se poser, parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure des religions, mais les religions ont un impact négatif sur tout ça, en interdisant telle ou telle chose à faire, à manger ou à ne pas faire. C'est il faut se poser la question, en se posant aussi la question sur les rapports de force entre les différents humains. Sont-ils judicieux ou sont-ils non judicieux? Mais s'ils ne le sont pas, comment faire pour les équilibrer? Et comment faire pour que l'on ne se fasse pas la guerre, justement, sous le prétexte qu'un tel est comme ça, ou qu'un tel est comme ça, ou qu'un tel pense comme ça, ou pense comme ça. On est dans une position extrêmement difficile parce que les humains ont bâti leur société sur un besoin, le besoin de vie meilleure. Et ce besoin de vie meilleure, il est souvent dans la conflictualité. Comment on peut régler ces antagonismes? Je ne sais pas, je n'ai pas la méthode. J'aimerais bien avoir une baguette magique pour pouvoir dire à tout le monde: vous vous calmez, vous arrêtez, on vit sain, heureux, libre et en paix. J'ai malheureusement pas cette baguette magique, même si je souhaite très fortement pouvoir l'avoir. Mais vous imaginez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, imaginons que je l'ai et que je devienne celui qui, d'un coup de baguette magique, peut dire à tout le monde: vous vous calmez, vous arrêtez toutes les médiocrités, etc. Est-ce que dans 2 ans, est-ce que dans 3 ans, je ne vais pas avoir la tête qui a gonflé, comme par exemple on a pu le voir avec le maire de Paris, en n'ayant plus de rapport avec la réalité et en ne pensant plus qu'à moi? Ne serais-je pas devenu à ce moment-là un tyran? Quelle est la bonne logique? Churchill disait que la démocratie est le pire des régimes, mais aussi le moins mauvais. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire? On est avec des hommes et les hommes ont pris le pas sur la planète. Il faut aujourd'hui se dire
qu'il ne faut ni basculer dans un extrémisme d'un côté, ni dans un extrémisme de l'autre. Il faudrait essayer de faire quelque chose d'équilibré qui permette à tout le monde, dans la modération, et dans la modération, ça veut dire dans la limitation du nombre des hommes sur Terre, des hommes et des femmes, hein, je prends homme au sens du, du concept animal, humain. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comment le faire? Et c'est pas avec les troublions que l'on a aujourd'hui sur la scène politique qu'on est parti pour avoir des équilibres stables. On est dans le non-discernement, on est dans l'égoïsme, l'égocentrisme, on est dans la volonté de faire de l'argent, et en fait, on a dérivé complètement, complètement. Alors, est-ce que la spiritualité peut permettre, c'est une piste, c'est une question, j'en sais rien, hein, peut permettre d'apporter une certaine pacification de tout ça? Sans doute. Mais si la spiritualité elle-même n'était pas contaminée par de la doxa, de la doctrine, du sectarisme, il faut effectivement faire quelque chose, mais quand il faut faire quelque chose, il ne faut pas commencer par les bouts de chandelle. Mmh. Même si les bouts de chandelle peuvent avoir un certain effet, un certain impact, mais je suis consterné quand on me dit que pour sauver telle ou telle chose, on va interdire les arbres de Noël à Bordeaux sous le prétexte que c'est des arbres morts. Mais enfin, le maire qui avait ça, il ne s'est pas rendu compte que ces navets, ces tomates étaient aussi des légumes morts qui avaient été produits pour son alimentation. Hein. Est-ce que la maire de Rennes qui a interdit l'arrivée du Tour de France, même si je ne suis pas particulièrement cycliste et que, mais je laisse à ceux qui aiment bien le Tour de France et qui le privilège et la joie de pouvoir le faire, quel est le raisonnement que l'on peut avoir là-dessus en disant que c'est anti-écologique, bon, alors que le même jour, elle faisait d'autres choses. Il faut arrêter d'être absurde. Il faut arrêter d'être absurde. Je rappelle que, par exemple, les États-Unis d'Amérique du Nord ont interdit dans les années 20 la consommation d'alcool, ça a entraîné la prohibition, ils n'en sont pas sortis et finalement ils l'ont réautorisé. Et aujourd'hui, on nous dit, sur la planète, on va interdire le plastique. Ah, la belle idée! Ah, la belle idée. Alors, j'applaudis d'une certaine façon, parce que effectivement, je ne suis pas un soutien des pétrodollars. Mais on ne produit pas du plastique qu'avec du pétrole. On peut produire du plastique proprement. L'interrogation que l'on doit avoir, c'est de se dire, on produit des plastiques qui sont de qualité, qui sont recyclables, et on met le paquet sur le recyclage, parce que en les recyclant, on va en tirer encore des choses intéressantes. Mais quand même, le plastique, et on l'a vu avec le Covid, c'est l'élément le plus performant que nous ayons pour assurer du sanitaire et du sain. Alors, comment est-ce que l'on veut faire? On veut retourner comme on le faisait. Moi, quand j'étais petit, il m'arrivait d'aller faire des courses, hein, et quelquefois, j'allais avec ma mère chez le boucher ou des choses comme ça. On rentrait de chez le boucher, ou le poissonnier, il nous avait donné une tranche de viande ou un poisson, il l'avait mis dans du papier journal. Rappelez-vous, le papier journal de l'époque était avec des encres au plomb. C'était hyper toxique. Hein, bon, on est passé à quelque chose de beaucoup mieux. On nous les met dans du plastique aujourd'hui. C'est fantastique. Mais entre-temps, on a aussi assuré la longueur de la vie. On n'était pas à 83 ans il y a 40 ans. Donc, veut-on revenir en arrière? Veut-on régresser? C'est ça la grande question. Veut-on supprimer tous les avantages pour vivre mieux plus longtemps, ou veut-on uniquement, comme dans une ville que je connais bien, ne vivre qu'avec des bobos qui ne pensent qu'à eux qui ont 45 ans et qui ne pensent ni aux enfants, ni aux vieux, ni aux handicapés, ni aux malades? Attendez, c'est pas possible ça.
C'est pas possible. Il faut équilibrer tout ça et pour l'équilibrer, il faut avoir des raisonnements et il faut prendre les choses dans une globalité sans dire: «Ça non, ça non». Est-ce que les écolos qui interdisent, par exemple, que les agriculteurs en France, qui est quand même la meilleure agriculture du monde que nous ayons et ces agriculteurs devraient être félicités tous les jours pour les produits qu'ils nous fournissent parce que ils sont sains, francs, loyaux et constants, ce qui n'est pas du tout le cas de ceux que l'on importe. Mais là, on ne sait pas où ils sont produits, on ne sait pas comment ils sont produits et on se met la tête sous l'oreiller en voulant pas savoir. Mais on a des produits toxiques et on les a tous les jours. Alors que les produits de notre agriculture ne le sont pas. Et là, on leur dit, ah mais attention, vous produisez, mais il ne faut pas que vous augmentiez vos quantités de réserve d'eau. Les bassines, c'est inadmissible. Attendez, je ne comprends pas le raisonnement là. Outre que les bassines, ce n'est jamais qu'un flux sur du long terme pour prélever euh, dans la période où il y en a le plus des quantités d'eau qu'on l'on va réutiliser en été là où il n'y en a pas beaucoup, mais cette eau, elle est recyclée, elle est retransmise et en plus, elle pénètre dans la terre. Donc, à certains endroits, ces bassines, en plus, alimentent les nappes phréatiques. Je ne comprends pas, franchement. Il y a des raisonnements absolument aberrants qui ne peuvent pas tenir, mais qui sont des raisonnements dogmatiques. C'est-à-dire que quand on veut C'est tuer son chat, on dit qu'il y a des puces. c'est très important ce que vous dites parce que moi, ça me rappelle une réunion assez lunaire, donc j'étais, représentant, de parents en crèche et donc on avait tous les parents, donc c'était dans le 15e arrondissement, dans la salle du maire et cetera, donc tous les parents, invités et donc un parent se plaint de l'usage des lingettes sur les bébés et dit: «Oui, c'est pas écologique» et cetera. Et il propose d'utiliser de l'huile d'avocat à la place, parce que c'est plus écolo. Et là, moi, j'ai levé la main, j'ai dit: «Est-ce que monsieur, vous avez conscience du bilan carbone et de la consommation en eau qu'il faut pour produire votre huile d'avocat?» Et il fait: «Comment ça?» Et d'un seul coup, il s'est effondré parce que je lui ai dit: «Mais en fait, vous proposez une solution qui est 10 fois pire juste parce qu'on vous a dit l'avocat, c'est bien». Et en fait, c'est pas on produit pas d'avocats en France, donc je lui ai dit: «Ça n'a Un peu, pas un de peu, sens». un peu, mais pas beaucoup. Oui, non, mais voilà, mais pas suffisant pour faire cette production-là et on se rendait compte qu'il y avait des solutions simples, parce qu'il y a le liminant calcaire qui est utilisé pour, qui est facile, qu'on produit avec des espèces, on va dire, natives. On n'a pas besoin d'aller chercher des avocats à l'autre bout du monde et en fait, j'ai vu que dans la tête de ce parent, c'était un dogme. On lui avait dit: «L'avocat, c'est bien» et donc Mmh. pour lui, il fallait foutre de l'avocat partout et Je suis Ouais. parfaitement d'accord avec vous. Alors, je voudrais rappeler quand même que je conseille à tous ceux qui nous écoutent, parce que je ne peux pas dire tout ce que j'ai écrit dans mon livre, il y en a bien d'autres, mais lisez mon livre, lisez mon bouquin «L'écologie trahie par les siens», qui est publié chez Horizon sans H, qui est un éditeur de bonne qualité, très bonne qualité. Mais je reviens sur ce que vous dites. On nous fait des antiennes sur des choses qui sont considérées comme des vérités absolues. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, alors, on nous dit, faut pas faire ça. Par exemple, en agriculture encore, on nous dit, par exemple, les paysans français, ils font du maïs. Vous comprenez, le maïs, c'est quand même la catastrophe, parce que le maïs, ça utilise beaucoup d'eau, ça utilise des milliers de litres d'eau. Je rappelle Plus quand le même, blé, hein. le, Le blé le, encore plus. le litre d'eau qui est utilisé en agriculture, c'est une eau circulante, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle est là, mais elle repart et elle va être utilisée par les suivants aussi. Ce n'est pas une eau définitivement prélevée ou définitivement condamnée. A-t-on conscience qu'une culture de maïs consomme en eau 4,5 fois moins que du coton? Pour tous Mmh. ceux qui vont chez, leurs, habituels magasins pour, s'acheter toutes les semaines des vêtements et qui en utilisent et qui ont plus de place pour les ranger. Est-ce qu'ils se rendent compte de l'utilisation des fibres, hein, et de ce que ça pollue? Est-ce qu'on sait que le maïs, c'est 4 fois moins d'eau que le riz qui a une aura absolument,
prodigieuse dans la consommation et chez les gens. Est-ce qu'on sait, pour tous les fêtards qui aiment bien se retrouver, et ils ont raison d'ailleurs, hein, le plaisir, c'est aussi l'essence de la vie, que le maïs, c'est 2,5 fois moins d'eau que l'arachide qui fait les cacahuètes. Hein. Bon, donc quand on relativise un petit peu tout ça, et qu'au lieu de donner des chiffres dans un sens, on donne les chiffres dans les deux sens, et surtout qu'on essaye de rétablir les bons équilibres, eh bien, on n'est plus du tout dans les mêmes dogmes. Et j'insiste un petit peu sur une des notions essentielles que nous devrions avoir en tête, celle de l'éthique. L'éthique de qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que c'est mal de le faire? Et pourquoi on le fait? Alors, il y a deux grands types d'éthique. Hein, et on a l'éthique dite de conviction. On est convaincu qu'on a raison. Donc, c'est mon éthique. Et puis, il y a l'éthique de responsabilité. Alors, il n'y a pas photo, bien évidemment. C'est bien de l'éthique de responsabilité quand on parle. C'est pas de l'éthique de conviction. Et là encore, on va avoir en face de soi des gens qui vont vous dire oui, mais non, mais ça, je suis sûr que j'ai raison. Combien de fois j'ai entendu dans des conseils municipaux, ah oui, mais ce que vous me dites, c'est vrai, mais je suis écolo, je suis quand même sûr d'avoir raison. Bon, voilà. Une fois qu'on en est là, on est dans la théorie la plus sectaire qui soit, du dogme établi, intransigeant, invariable, et on doit le suivre. Eh bien, ça, c'est pas de l'intelligence humaine, je suis désolé. Hein. C'est pas de l'intelligence humaine. Quand les hommes se prétendent supérieurs en quelque chose, eh bien, il faudrait surtout qu'ils soient supérieurs dans leur capacité de raisonnement et dans leur capacité de faire fonctionner leur cervelle et de faire fonctionner leurs neurones, non pas dans l'intérêt particulier, non pas dans l'immobilisme, mais en s'éclairant un tout petit peu et en apprenant. Parce que apprendre, c'est accumuler de la connaissance pour ensuite pouvoir la ressortir en l'ayant digérée correctement, pas en l'ayant digérée de mauvaise façon. Mais monsieur Mansuy, ce que vous dites est fondamental parce qu'un bel exemple de greenwashing qu'on a eu, pour des dernières années, je ne sais pas si certains se souviennent, il y avait en signature des emails: «Faites un geste pour l'environnement, n'imprimez pas cet email». Et on s'est Mmh. rendu compte après qu'en fait, c'était une aberration parce que les gens qui imprimaient, ils pouvaient effacer l'email et que si le but c'était de dépenser moins de ressources, laisser des données sur un serveur consommait infiniment plus de ressources que d'imprimer son email sur une feuille de papier et de le mettre dans un classeur. Et tout bêtement, on se rend compte qu'on vend régulièrement, en plus ceux qui mangent ces dogmes vont les répéter comme des mantras, comme une vérité absolue sans jamais d'esprit critique, de se rendre compte, par exemple, une chose toute bête, on est vers une évolution du vélo dans la ville avec des gens qui font plus de vélo. Très bien, c'est bon pour la santé. Mais fabriquer tous ces vélos, ça consomme de la ressource. Alors qu'un bus qui existe déjà et que les gens pourraient prendre, du moins les transports en commun, bah ça, c'est déjà existant. On n'a pas besoin de fabriquer des milliers de vélos électriques. Parce que mine de rien, le vélo électrique, c'est bien, mais c'est des batteries, c'est des terres rares, c'est plein de choses. Et c'est vrai que tout ça, c'est important toujours de recontextualiser et parfois, effectivement, ce qu'on se rend compte, comme vous dites, de ces tenants de la vérité absolue, c'est qu'ils ont aucun recul et c'est pour ça d'ailleurs la polémique qu'il y a eu récemment sur Marine Tondelier, qui a, du moins, fait donc dans une interview au Nouvel Obs, évoqué sa spiritualité et son rigorisme religieux. Il y a un côté un peu, pour certains écolos, très religieux dans la logique d'application où on ne se pose pas de questions sur le dogme. Le dogme est le dogme, c'est une vérité révélée et donc c'est les autres qui ne comprennent pas cette révélation. Et parfois, souvent dans les débats, je ne sais pas si c'est votre cas, mais on se rend compte que justement face à ça, il y a pas de bon sens. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui va vous dire: «C'est comme ça, la vérité est révélée, vous devez l'accepter». Absolument, absolument. Et qu'il y a Mais pas bon, de
Et c'est consternant, mais c'est le cas de beaucoup de choses. Vous parliez des vélos électriques, mais on est consterné d'entendre des choses aussi surprenantes. L'avenir de la planète serait lié aux voitures électriques. Quand on entend une vérité révélée comme telle, on est quand même un petit peu stupéfait, stupéfait. Parce que finalement, lorsqu'on fait l'équilibre de tout entre l'avant, le pendant et l'après, production du matériau, vie de la voiture, destruction, une voiture électrique, même avec sa consommation, pollue plus qu'une voiture thermique. Je dis bien plus. Bon. Donc, déjà restons sur sa période de vie. Une voiture électrique, il faut qu'elle ait une batterie. Alors pour ceux qui ont acheté des voitures électriques, ce n'est pas donné et imposer à des gens qui ont des voitures thermiques depuis longtemps de les remplacer par des voitures électriques, c'est quand même une constante extrêmement forte que font certaines villes de façon irrationnelle. Bon, mais quand on a acheté la voiture électrique, imaginons qu'on l'ait payé 30 000 €, hein, parce que c'est à peu près quand même un ordre de prix, et les gens ne prennent pas parmi les plus chers. Le prix important dans la voiture électrique, c'est sa batterie. Or, sa batterie ne va pas vivre longtemps. Elle vit entre 5 et 8 ans, pas Mmh. plus. Elle a une capacité à être rechargée entre 1000 et 2000 fois, pas plus. Donc, si vous achetez une voiture électrique et que vous la revendez dans un petit moment, votre nouvel acquéreur va vous dire: «Ah oui, mais attention, moi je vous achète le prix de la voiture, mais je diminue le prix de la batterie que je vais devoir racheter. Allez, j'abatte 10 000 € sur le prix de», parce que c'est le prix d'une batterie, hein. Heu, En plus, cette batterie, il faut bien la produire. Et il faudra ensuite la dépolluer. On sait qu'aujourd'hui, la dépollution des batteries n'est pas possible totalement. Il y a certaines batteries qui peuvent être dépolluées jusqu'à 10, mais pas plus. Il y en a qui ne peuvent pas même. Alors, monsieur Mansuy, j'ai juste un bémol là-dessus. Effectivement, ce que vous dites est très valable pour le processus de production industrielle européen et américain sur la question des batteries. Mais les Chinois maintenant, effectivement, ont fait énormément d'avancées là-dessus. Par exemple, sur la question des batteries, ils arrivent à passer énormément de métaux rares et ils arrivent à un niveau de recyclage quand même très important, ce qui fait que les nouvelles voitures sont produites avec des batteries déjà recyclées. Bon, Mais c'est, bon, c'est une non, mais c'est vision. vrai. Mais Un exemple de la passion. Mmh. c'est le processus de toute évolution industrielle. Mmh. Quand on commence avec un processus, on l'améliore encore. Et on l'améliorera toujours, sauf si on s'arrête. Mais c'est vrai, mais en l'état actuel des choses, les batteries, même avec les petits progrès qui ont été faits par les Chinois, mais il faut aussi se faire très attention au qualitatif plutôt qu'à l'évaluatif et à ce qui est dit plutôt qu'à ce qui est la réalité, parce que les fake news de je suis le plus beau et j'ai la meilleure production, c'est souvent une bonne façon de pouvoir faire se faire briller. Mais c'est pas toujours. Mais ça revient à ce que vous dites. Je l'avais déjà intégré Mmh. en disant certaines batteries sont Mmh. recyclables, mais il y en a 10 qui ne peuvent pas être Tout recyclés. à fait. Vous imaginez avec la quantité de millions de voitures produites, la quantité de déchets que l'on n'aura pas recyclés. Et là, la problématique, elle va être pire, bien pire que les déchets nucléaires. Parce que comment on va faire? On va les enfouir. Déjà aujourd'hui, quand on change les pales des éoliennes, ces gigantesques pales d'éoliennes, qu'il faut quand même changer de temps en temps, alors que les éoliennes produisent 3 à 4 de ce qu'elles devraient produire, hein. Quand on change les pales d'éoliennes, on ne les retraite pas, on les enfouit. Vous imaginez le truc? Vous imaginez les conséquences que cela peut avoir, alors qu'on pourrait faire d'autres choses et le faire autrement. Mais sur un point très précis, si en 2030, comme on nous le dit, il n'y a plus que des voitures électriques, qui va assurer l'énergie pour alimenter ces voitures? Qui?
Parce que c'est bien joli de dire que l'électricité, c'est propre, mais l'électricité provient de sources. Alors, il y en a plusieurs, hein. Les Allemands ont voulu arrêter le nucléaire, donc ils ont relancé le charbon et la tourbe, ce qui est une catastrophe écologique de première ampleur. Mais enfin, quand on est têtu et qu'on dit que non, c'est pas comme ça et que donc quand on veut, lancer il y a l'éolien, il y a l'hydraulique. L'hydraulique, c'est sans doute un des meilleurs points, mais qui quelquefois, heu, est contesté par les gens en disant: «Ah oui, mais ça endommage le paysage». Seulement quand ils ont le lac après sur lequel on fait du canoë, là, ils trouvent ça magnifique. Bon, mais en attendant, heu, bon, l'éolien, l'hydraulique, le nucléaire, le charbon, le pétrole. Aujourd'hui, on est surtout sur des énergies dites fossiles. On n'a pas travaillé pendant plus de 130 ans, puisque je vous rappelle que Parker avait inventé le moteur à hydrogène au 19e siècle, hein. Bon, on n'a pas fait d'évolution et il a déjà la même rentabilité qu'aujourd'hui. On aurait pu travailler là-dessus. On n'a pas travaillé là-dessus parce que, bien évidemment, il y avait des monopoles qui étaient hautement plus rentables en matière financière, qui ont voulu qu'on fasse que de et puis des politiques qui étaient bien d'accord avec ça parce que ça les arrange, hein. Comment on va alimenter ces voitures électriques? Ne serait-ce qu'en France, il faudrait qu'on ait au moins 6 centrales nucléaires de plus. Parce que c'est pas l'éolien, c'est pas les énergies renouvelables qui vont permettre d'alimenter les voitures. Donc on a avant tout des problèmes de réalité. Avant, le problème du trouver les matériaux, les faire vivre, les recycler. Il y a un problème de fond, c'est que si vous achetez une voiture et qu'elle ne peut pas bouger parce que vous n'avez pas d'énergie, la belle affaire. Donc la quantité de production d'énergie que l'on va devoir faire va être énorme. Et pour la faire passer dans quoi cette énergie? Hein? Parce que les belles éoliennes que l'on nous propose dans les paysages et qui les agrémentent selon ce que les uns vont dire c'est beau et d'autres pas beau, quand on les met en mer, elles sont effectivement beaucoup plus rentables et elles dépassent les 3 à 4 de production par rapport aux 100 pour lesquels elles étaient construites, mais à coût de quoi? Vous avez vu déjà la dimension des câbles, leur longueur pour transporter depuis les éoliennes en mer jusqu'au sol, jusqu'à de nouvelles batteries, jusqu'à des périodes. C'est gigantesque. Et les matériaux, on les a où? Et ils coûtent combien? Vous avez vu l'augmentation du cuivre à tel point qu'il y a des petits malins qui vont les voler le long des lignes de chemin de fer, mais ça ne va pas s'améliorer. Les ressources ne sont pas infinies. Donc, quand on a quelque chose et qu'on le produit et qu'on l'utilise dans des domaines raisonnables de consommation, tout ça peut aller. Quand on généralise tout, là, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a pas assez de ressources. À moins que ah bah oui, on peut peut-être aller sur Mars, sur Jupiter, aller chercher du matériau, faire des colonies là-bas, mais on n'y est pas. Ça arrivera peut-être un jour, mais on n'y est pas aujourd'hui. On n'y est pas du tout et loin s'en faut avant qu'on puisse le faire. Donc on est dans le moment de la réalité, de l'instant, je dirais, où on doit répondre aujourd'hui aux problèmes. Et pour y répondre, ce n'est pas des solutions élucubrantes ou élucubrées qui vont apporter la finalité. Et ce n'est pas des mesurettes non plus. Ce n'est pas des arbres de Noël, ce n'est pas des interdictions de ceci, ce n'est pas, c'est pas des blocages pour que les agriculteurs ne puissent pas produire comme ils le font très justement en France. Ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est de prendre les choses en main dans une intégration intellectuelle qui permettent de raisonner tous les éléments et pas un ou deux. Comme je vous le disais tout à l'heure, en vous parlant de la vapeur d'eau qui est un polluant dans l'atmosphère. C'est un polluant dans l'atmosphère. Or, il y a des nuages, ils ne sont pas polluants. Bon, alors, nous dire que le CO2 ou que les particules fines sont les plus grands polluants, d'accord, d'accord, ils contribuent à la pollution. Mais il y a bien d'autres éléments qui polluent et dont on ne parle pas. Mais sont-ils vraiment des polluants?
Ou est-ce que c'est intégré dans un cycle? Dans un cycle qui doit se rééquilibrer et qui doit se redimensionner. On n'est plus dans les mêmes phases, on n'est plus au même moment. Il faut que l'on prenne des mesures et pour les prendre, ces mesures, il faut les prendre de différentes façons, soit énergiquement, soit de façon spoliatrice, soit de façon dictatoriale, soit de façon raisonnée. Alors moi, je plaide pour du raisonné, mais euh, est-ce que, est-ce que tout le monde veut bien raisonner? Ça, c'est une belle conclusion, si on peut dire, justement, pour encourager les gens à lire votre livre. Alors, est-ce que vous avez une préférence? On mettra dans la description après pour une plateforme de vente, parce que j'ai vu qu'il était vendu un peu partout. Et d'ailleurs, j'encourage aussi, vous avez écrit beaucoup de livres sur la franc-maçonnerie et sur d'autres sujets. Eh bien, vous êtes un écrivain prolixe, si on peut dire ça comme ça. Et Euh, éclectique. hmm Et éclectique. oui, Et oui, tout à fait. C'est important. Moi, je j'approuve et j'encourage. J'estime qu'un des plus belles choses de la culture française, du moins qu'on a encouragé au reste de l'humanité, c'était cette logique des humanistes de la Renaissance, de vouloir apprendre le plus de connaissances dans le plus de domaines variés sans se restreindre. Et donc du moins Richelieu, toute cette période-là où justement ils avaient cette notion que on était un homme complet si on touchait à tout. Et ben, je trouve ça très bien justement d'être capable de passer de différents sujets, parce que c'est comme ça qu'on élève son esprit. Les gens trop spécialisés, en fait, sont ce que j'appelle souvent, et alors il y a beaucoup de diplômés, et désolé à nos auditeurs qui sont très spécialisés et qui ne voient que leur... Souvent, c'est ce que j'appelle moi des idiots diplômés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être très très forts et même très brillants dans un domaine, mais alors on va leur donner un cube et on va dire, un truc pour enfoncer le cube, ils sauront pas, parce qu'en fait, eux, ils savent faire, c'est des feuilles Excel ou je sais pas quoi. Et donc c'est pour ça que c'est important, de se cultiver, de chercher, d'essayer de sortir de sa zone de confort et de découvrir des nouveaux sujets. Et au travers de ce que vous avez écrit, du moins les différents ouvrages que j'ai vus, que j'ai pas encore lus, hein, il faut, mais vous allez j'ai le faire, commencé, ça va vous exactement, j'ai apporter commencé beaucoup. pour préparer l'entretien, j'ai quand même lu une partie du début de votre livre sur l'écologie, parce que je me suis dit, il fallait quand même que je vois un minimum de quoi on en avait parlé. Mais voilà, j'encourage les gens à essayer de découvrir un peu vos ouvrages. Ça calmera certains, en particulier, je pense, aux écrits sur la franc-maçonnerie, à ceux qui parlent. On a un certain Jean-François qui, je crois, tous les 3 messages, dit que c'est la faute de l'État profond, de la franc-maçonnerie ou des Kinder. Donc, je sais qu'il fait une obsession sur les Kinder Mais pas les Surprise. jeux. Non, mais je pense, et je suis désolé, cher Jean-François, je pense que votre mère était salariée de l'État profond et elle vous a empêché, elle s'est empêchée d'acheter des Kinder. Euh, bon, c'est comme ça. C'est alors, attendez juste un instant, parce que on m'appelle en même temps. Stop. Pardon. Euh, Non, non, c'est parce que c'est Georges qui m'appelle. Alors, un instant. Tac, voilà. Je, je regarde. Voilà. Donc, ce que je disais par rapport à ça, c'est important. Donc, je suis vraiment désolé. Donc, c'était Jean-François. Votre mère ne vous a pas acheté de Kinder. Ça a gardé un fort traumatisme. C'est comme ça. On ne peut rien faire. Peut-être qu'on peut faire un pot commun avec nos téléspectateurs pour vous offrir des Kinder. C'est Pâques, il doit y avoir des stocks, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les problèmes de l'écologie en France ne sont pas liés à un complot des groupes franc-maçonniques de l'État profond avec des œufs Kinder. C'est improbable comme complot. Mais voilà, j'ai vu à peu près 45 messages parlant de ça, donc je ne pouvais pas ne pas le mentionner. Bon, en tous les cas, j'encourage les gens à lire votre livre, à essayer de réfléchir aussi, parce que c'est important. Les livres sont des pistes de réflexion. C'est là Bien sûr, pour bien sûr. quand on lit des auteurs, ça permet justement
de, donner des clés, et c'est pour ça que on dans le sujet juste avant, on parlait, justement de l'université, de l'éducation, et que dans l'éducation et dans l'université, une des choses qui est importante, c'est théoriquement d'apprendre aux gens à réfléchir. Plus que leur donner des connaissances toutes faites, c'est leur donner les clés pour être capable de penser par eux-mêmes, et si on réussit ça, bah, on réussit tout. Donc mais voilà. Donc alors je ne suis pas philosophe, j'en sais rien. Moi j'ai l'impression que je suis sorti de la caverne pour être dans une autre caverne. Mais bon, c'est comme ça. Chacun sa caverne. Le Merci. problème de la caverne, c'est qu'il faut, pas forcément en sortir, mais il faut avoir quelqu'un qui vienne vous éclairer. Tout à Voilà. fait. Exactement, sinon on reste dans la caverne. Hem, bon, dans tous les cas, on vous remercie beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. Tout Je à vous fait. conseille effectivement de lire mon bouquin sur l'écologie, mais les autres aussi. Mais effectivement, comme le disait Pedro, ce que j'apporte, ce sont des éléments. Après, chacun doit en faire son miel, doit Mmh, les vérifier. Parce que croire de façon absolue et totale que quelqu'un a dit vrai n'est pas possible. Il faut vérifier. Et c'est là où c'est la démarche d'un humain respectable et respecté, c'est de vérifier ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu, ses sources. Sinon, on rappelle des trucs et des trucs et des trucs que tel ou tel a sorti d'un livre dit saint ou pas saint d'ailleurs, et que on va à l'encan rediffuser sans jamais, jamais avoir vérifié si la source est vraie, juste et bonne. Donc, mes livres sont, à mon avis, utiles, mais chacun doit en faire son miel, il doit les vérifier, il doit en tirer ses propres conclusions, il doit en tirer ses propres avantages, son bénéfice. Ce n'est pas un apprentissage par cœur, ce sont des éléments pour ouvrir des pistes sur des perspectives auxquelles peut-être on n'aurait pas pensé, ou que l'on pense autrement, ou qui s'ouvrent de façon différente. C'est ça l'essentiel, c'est de raisonner. mmh. Eh ben, merci beaucoup sur ces belles paroles. On va, laisser, nos auditeurs aller manger, se restaurer, profiter de ce week-end. Manger à Je Kinder. voilà, moi je profiterai de ce week-end puisque, dimanche je fête mes 23 ans de mariage. Donc voilà, c'est d'ailleurs il faut que je trouve un cadeau. Voilà. Les Kinder, Non, je sais pas, je pense que Kinder. là 23 ans, si j'offre des Kinder, je pense que un gros Kinder en chocolat. tout à fait, je vais me le prendre en pleine tête. Enfin bref, heu, en ce qui con bon, on va voir, et je vous laisse tous et je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, bonne journée à vous tous. Merci. À bientôt, j'espère. Et j'espère avoir Mmh, l'occasion de pouvoir compléter cette discussion, l'enrichir encore, parce qu'on n'est pas au bout de la matière. Non. mmh. Au revoir. Au revoir, au revoir.